Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, cinquième épisode avec Simon-Pierre Gingras aujourd'hui de Roy Lévesque et Associés, cabinet expert conseil financier. Euh, on a vu dans les épisodes précédents les fondations de sa stratégie de création de protection de patrimoine, donc faire les fondations de son patrimoine, soit s'éduquer, avoir une conscience financière, stratégie d'épargne, protection des actifs, assurance, etc. Et dans le dernier épisode, épisode 4, on a vu comment accélérer ce patrimoine-là en gérant bien ses flux monétaires et en ayant une stratégie d'investissement qui est claire. Aujourd'hui, on est à la dernière, au bout de la pyramide en haut, l'autonomie financière. Avant qu'on commence avec Simon-Pierre, je vous rappelle que le prochain épisode, épisode 6, on va répondre à vos questions. Donc, ceux qui ont écouté l'épisode 1, 2, 3, 4, 5 ou un de ceux-là, 5 c'est aujourd'hui, envoyez-moi vos questions. Je les ai toutes accumulées déjà depuis. Je vais rajouter les nouvelles. Puis le prochain épisode, on prendra le temps qu'il faut, moi et Simon-Pierre, pour bien répondre à vos questions. Donc là, on est rendu au bout de la pyramide. Ceux qui ont l'image sur Facebook ou Instagram, ça peut vous aider. Le bout de la pyramide, c'est l'autonomie financière. Donc, Simon-Pierre, c'est l'étape finale de la création, protection de patrimoine. C'est quoi pour toi là, dans cette pyramide-là, l'autonomie financière? Bon, la fameuse autonomie, liberté, appelons-le comme on veut. Là, moi, je mets autonomie parce que je veux me sortir un peu du pattern habituel, là, ou de la manière de penser habituelle des gens. Là. Je pense que la liberté et l'autonomie financière, on pourrait demander à 1000 personnes c'est quoi, puis on aurait 1000 réponses différentes parce que c'est hyper subjectif tout ça. T'sais. Mais pour moi, l'autonomie, pourquoi je parle d'autonomie financière, c'est que je le vois vraiment plus comme un principe de souveraineté financière, OK? Où je suis toujours en plein contrôle, où personne ne fait de règles sur l'utilisation de mon argent. Personne ne me dicte comment je dois rembourser certaines choses ou ne pas faire quelque chose avec mon argent. Puis ça, je pense qu'en termes de gestion de risque, ben, c'est important parce qu'en fait, souvent, là, on parle aux gens, là, ben, c'est quoi la liberté financière? C'est ben pour moi, c'est d'avoir le loisir de décider de faire, de travailler, de pas travailler ou travailler si je veux pas. Puis, c'est vrai. Mais ton autonomie, elle va beaucoup être dictée par tout ce qu'on a fait par en dessous avant. Si ta pyramide, là, elle n'est pas bien structurée, puis à un moment donné, tu as pris ta retraite, puis arrive un crash boursier l'année d'après, si tu comprends le principe de la séquence des rendements, tu vas avoir besoin de ton argent va avoir déprécié, mais tu vas avoir aucun dispositif de sécurité pour te padder dans tout ça. Fait que tu sais, comme, est-ce que tu es vraiment libre financièrement ou tu as une impression de sécurité ou de liberté financière? Puis tu sais, je pense que c'est là que, justement, là, tout ce que tu as mis en place pendant ta phase d'accumulation puis de fondation est importante. OK. Puis, donc, ce que je comprends, c'est les stratégies qu'on a discutées dans les quatre derniers. En fait, la stratégie qu'on a discutée dans les 4 derniers épisodes te permet d'avoir une certaine autonomie financière. Ça veut dire que euh, tu seras plus impacté par soit le marché boursier qui crache ou par les décisions gouvernementales. Exemple, bon, tu dois retirer tant à tel âge avec ton fer, tout ça. Tu vas vraiment être autonome dans la gestion de ton argent. Par contre, j'ai une question pendant que tu parlais. Tu disais, je ne vais pas être impacté par les décisions gouvernementales ou le marché boursier, mais est-ce que tu peux être influencé par les décisions de la compagnie d'assurance à qui tu fais? Est-ce qu'eux peuvent, je ne connais pas la législation, là, est-ce qu'ils peuvent décider à maner de changer des règles du jeu, d'imposer quelque chose ou quoi que ce soit? Donc, est-ce qu'on est quand même dépendant de quelque chose quand même ou on est complètement autonome parce que c'est quand même une compagnie, là? On est quand même dépendant de cette compagnie-là. Donc, comment tu vois ça? Premièrement, la première des choses, c'est je, je, la, je prétends pas connaître le futur.
Puis, tu sais, peut-être que dans un futur plus ou moins éloigné, le gouvernement décidera de plus exempter d'impôts les contrats. Et ça tu sais, je peux pas. Mais présentement, si je me fie à l'histoire, l'impôt sur le revenu a été instauré en 1916 de mémoire. Les règles ont changé souvent depuis. L'apparition de l'assurance vie permanente au Canada date d'avant la Confédération, mais pourtant, le caractère exonéré d'impôts n'a jamais été impacté. Fait que, tu sais, comme, oui, OK, peut-être qu'il pourrait avoir, c'est peut-être un risque. Les chances sont que peut-être ça n'arrivera pas. Puis là, ça c'est un facteur externe qui jouerait sur l'assureur. Ouais. Si je le regarde d'un point de vue interne de la compagnie. C'est ça. Puis tu sais, l'assureur, il n'aurait pas le choix là, de se plier aux lois. Ouais. Là. Puis tu sais, typiquement, ce qui est arrivé, c'est que les polices qui avaient été faites avant les changements de loi sont grand-périsées. Là. Ça veut dire que s'ils ont été faites sur la base des lois du passé, ben la nouvelle loi ne les impacte pas ou peu. Là. Donc, si mon produit est déjà en place puis qu'ils disent maintenant c'est peu imposable, je devrais être correct, sauf que les nouvelles personnes qui vont prendre le produit seraient impactées. Historiquement, c'est supposément. Ce qui s'est passé. Ouais, là, tu parles à l'interne, la compagnie elle-même, est-ce qu'elle peut avoir un impact? Écoute, c'est un. Rappelons-nous ce que c'est un contrat d'assurance vie. Okay? Un contrat d'assurance vie, c'est une entente qui lie unidirectionnellement deux parties. OK? Ça veut dire que si toi, puis chacun a sa part de contrat à accomplir. Ça veut dire que toi, ton contrat, c'est de payer ta prime sur la durée déterminée. Puis l'assureur doit payer le capital d'essai au moment où tu décèdes. Là-dedans, il y a un paquet de règles, OK? Puis quand je dis unidirectionnellement, c'est que tu es le titulaire, puis personne ne peut mettre fin au contrat ou modifier ce contrat autre que toi, le titulaire. OK? Puis tu sais, ça, c'est ancré dans la loi sur les contrats privés, justement. OK? Fait que tu possèdes un actif dont tu as le total contrôle. La seule chose que je vois qu'on n'a peut-être pas le contrôle dans ce cas-là, puis tu sais, un des avantages du produit, c'est que tu as des rendements en dividendes qu'ils appellent, je ne suis pas sûr si c'est le bon terme, là, mais tu as des rendements. Ouais, fait que tu sais, mettons qu'on va dire que tu as 50 000 $ dans ton produit d'assurance, ben, il fait des rendements. Ouais. Puis quand tu empruntes, tu as un taux d'emprunt. Ouais. Ça, c'est pas dans le contrat, je pense. Il n'y a rien de garanti dans les dividendes. Donc, la seule chose qui n'est pas garantie dans le contrat sont les participations. Puis est-ce que la compagnie peut décider, en ce moment, on disait que ça tournait autour de 4-5 % là, bref, 3-4 là. Ouais, de taux de rendement interne. Là. Est-ce que la compagnie peut décider à un moment donné de dire, bon, mais en ce moment, on redistribuait X pourcentage de nos profits aux parce que je pense qu'on est actionnaire de la police, en tout cas, bref. Est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent décider, ben, on redistribue moins pour... Comme, je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que ça peut être des décisions qui sont prises par la compagnie? Oui, il pourrait. Il pourrait décider de dire, ben, cette année, on s'est planté dans nos calculs, puis on ne peut pas verser de participation. C'est possible. Parce que, tu sais, comment les participations sont déterminées, c'est, ben, l'assureur fait des prévisions hyper pessimistes côté rendement, puis il surestime ses coûts. OK? Fait qu'il dit, je vais avoir beaucoup de coups de mortalité. Il surestime le nombre de personnes qui vont mourir. Il sait à peu près, lui, combien de monde qui vont mourir. Il sait c'est quoi ses coûts d'opération, là, tu sais, je veux dire, faire vivre la compagnie. Fait qu'il dit, ben, si je fais ça, techniquement, je devrais arriver correct pour verser les participations que j'ai dit que j'allais verser. Ça se peut qu'il se plante. Mais de par la nature de la business, puis ce dans quoi ils sont investis, tu comprendras qu'ils sont très
revenus fixes, là, ces compagnies-là. Là. Ouais, c'est très actuariel, là, tous les calculs C'est très et tout. exactement. Fait que, je veux dire, eux sont beaucoup en obligations, sont beaucoup. Puis comme ils sont extrêmement long terme, la valeur des obligations les impacte moins, eux. Ils peuvent laisser expirer le contrat. Ils n'ont pas à vendre ou à racheter. Comme, ils peuvent dire, ben, OK, les obligations ont descendu. La valeur des obligations a descendu parce que les taux d'intérêt ont monté, disons. Mais moi, je m'en fous parce que ce que je veux, mes calculs sont basés sur le rendement fixe que cette obligation-là me procurait. Mais là, tu m'amènes dans le sens où il y a une mauvaise année. Mettons que ça arrive, ça, je comprends. Mais est-ce qu'ils pourraient décider, exemple, je dis ça de même, là, avec les calculs qu'ils font, ils savent qu'ils peuvent redistribuer 70% des profits, mettons, aux détenteurs de police. Là, en ce moment, c'est 70. Là, ils pourraient-tu dire, eh ben, l'année prochaine, c'est 50% parce qu'on se verse 20% de plus en salaire ou on donne ça, je ne sais pas s'il y a des actionnaires dans ces compagnies d'assurance-là. C'est-tu des changements qui peuvent arriver ou les titulaires des polices sont les actionnaires de la compagnie, donc finalement, le profit revient vers eux de toute façon. Je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est vraiment une question naïve. C'est pas pour te coincer ou quoi que ce soit. Il faut faire attention. Équitable, je vais prendre l'exemple d'Équitable. Équitable, c'est une mutuelle. Là, sur ça, tu as raison. Le fonctionnement d'une mutuelle, chaque titulaire de police, par sa titularité, si tu veux, est propriétaire d'un bout de l'entreprise. Fait que c'est un petit peu le principe de dire, ben, le bout de police que j'ai, ben, c'est un dividende qui m'est reversé. Je suis propriétaire de l'entreprise. Les compagnies à action, là, on va dire, là, qui sont plus, mettons... Industrielle Alliance, ces choses-là. Oui, exactement. Ben, eux, c'est le compte de participation qui est ségrégué un peu là, du compte général, là, si tu veux. Là, il est mis de côté, il n'est pas à la même place que le reste. Là. Exactement ça. OK? Fait que, tu sais, effectivement, là, il va peut-être avoir une part qui va aller à des actionnaires, là, mais typiquement, les revenus et les dépenses générées dans le compte de participation sont dédiés au compte de participation. OK? Mais ça, c'est des règles, est-ce qu'ils peuvent changer? Est-ce que toi, tu privilégies un type de compagnie plus mutuelle parce que tu le sais que peut-être qu'il y a moins de chances que l'argent est ailleurs? Aux États-Unis, en fait, ça vient des États-Unis, là, privilégions les mutuelles parce que les lois sont très différentes. J'avais lu ça, me semble, justement. C'est ça, mais aux États-Unis, c'est que le fonds participation n'est pas nécessairement ségrégué. T'sais, les lois présentement sont en sorte qu'on veut protéger le consommateur. Fait qu'on a dit, attention, là, l'assureur, là, tu ne peux pas te servir des profits générés là pour nourrir tes actionnaires par l'autre bord. Là, tu dois prioriser la sécurité de tes assurés et des bénéficiaires et des titulaires du fonds de participation. Fait que je ne verrais pas ça changer là, dans un court terme parce que c'est une mesure qui est là pour favoriser les titulaires, pas les actionnaires. Là, okay. Fait que quand on parle d'autonomie financière, le bout de la pyramide, c'est vraiment que tu es rendu à un stade où tu as le contrôle de tes finances. Il n'y a pas grand monde qui peuvent te dire quoi faire avec. Fait que ça, c'est quand même une belle liberté, soit rendu à la retraite ou même avant, là, si tu as bien fait tes choses. Mais c'est pour ça que on avait abordé un peu dans le premier, puis je commence à faire attention à ce que je dis, puis ça, c'est comme pourquoi moi je privilégie pas, disons, les REER. C'est pas pour une question peut-être mathématique ou pas toujours mathématique, mais c'est dans mon optique où je suis pas certain que je veux avoir un partenaire d'affaires dans mes investissements qui a la possibilité de changer les règles en cours de route, puis que c'est moi qui va fournir l'argent pour les investissements. Lui va pas prendre aucun risque, puis au final, il va venir se prendre une cote là-dessus. Pour moi, c'est pas ça de l'autonomie. Si je dois demander une permission, si je dois être soumis à des règles, ça me chicote. Ouais, je comprends très bien ton point de vue.
Je le partage pas. Tu sais, moi, je suis vraiment plus d'un côté positif que tout va bien aller. Mais ça se peut, exemple, que quand j'arrive à décaisser mes REER, ils vont dire ben finalement, faut que tu payes plus d'impôts que prévu parce qu'ils ont changé des règles fiscales. Fait que ça se peut très bien. C'est pour ça que je te dis, je comprends ton point de vue, là, de vouloir être. En fait, ta vision, c'est d'être 100% autonome, d'avoir besoin de C'est, compter sur personne. J'ai ouais. pas encore cette vision-là, mais je peux bien la comprendre. Euh, c'est quoi le mot que je voulais chercher? Me, me- une déconnexion. Ouais. J'aimerais avoir ultime, tu sais, comme les gens qui sont off the grid, là, mettons, là, puis qui ont une maison, puis ils font leur électricité, puis ben, j'aimerais être financièrement Off the off grid. the grid. Ouais. Tu sais, puis tu sais, pas dans le sens où je veux pas payer d'impôts. Je crois que chacun doit payer ses impôts. Je vise pas le chaos, là. C'est pas, je suis pas un anarchiste, là. Mais je pense que si on visait plus cette déconnexion-là, de un, ça changerait beaucoup notre relation avec l'argent. On serait beaucoup plus près de notre argent. En tout cas, je pense que ça changerait beaucoup de choses en général dans notre société. Puis c'est comme, malheureusement, là, encore là, je veux pas tomber dans le politique, mais le gouvernement, avec un grand G, là, pas nécessairement celui en place ou sur l'État, l'appareil étatique, c'est un petit peu comme un enfant, tu sais, que tu lui dis comme, bon, je vais te donner ton allocation, là, mais si tu le dépenses tout, là, il n'y en a plus, là. Et là, il l'a tout dépensé, puis il vient te voir comme, mais papa, je voudrais 3 piastres pour refaire ci. OK, on va te le donner, là, tu sais, comme, Mais il va te le malheureusement, demander quand même le 3 piastres, même si tu es autonome financièrement. Tu sais, s'il augmente les impôts, il faut quand même que tu les payes. ouais, mais si Hein? j'ai mis tout en place pour minimiser mon revenu, Ouais. ben, ils vont m'imposer sur quoi? Ouais, je comprends. À la retraite, si tu sors juste l'argent de ta police, tu fais plus de salaire, en fait. Fait que, ouais, je Exactement. Je comprends. suis pas en train de Ouais. parler Pendant du que tu la vie revenu de active, là. première génération. Ouais, ouais. Ce que je vais créer, là, ben, c'est à moi. Ouais. Je comprends. Fait que là, on a fait le tour pas mal de ta pyramide de création de protection de patrimoine. On a changé de nom en cours de route. Là. Ceux qui ont écouté les 3 épisodes, j'appelais ça pyramide de création de richesse. Mais Simon Pierre me disait, hey, t'as pas la bonne version, je pense. Fait que c'est création et protection de patrimoine, la pyramide. Donc, avec tout ce qu'on s'est dit dans les 5 derniers épisodes, là, Simon Pierre, c'était quoi, mettons, le take-home message, là, le point clé, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de tout ça finalement? Là? Avant, parce que le prochain épisode, on va répondre aux questions mais on n'aura peut-être pas la chance de faire une petite synthèse. Fait que, tu sais, je te demande pas une synthèse à 5 points comme je fais dans mes épisodes, là, mais ça serait quoi tu voudrais que les gens retiennent là, de tout ce qu'on a jasé depuis 5 épisodes? Euh, ben, tu sais, je prétends pas à détenir la vérité, là, puis je prétends pas que, tu sais, ça, tu dois faire ce que je dis du point A au point B, tu sais, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est avant de savoir courir, ce serait peut-être important d'apprendre à marcher, tu sais. Fait que bref, c'est pour ça que la pyramide est faite en ben, bâtis-toi une structure qui va te rendre antifragile, puis qui va te permettre d'aller au-delà des coûts, qui peut-être ne viendront pas non plus, hein. Tu sais, c'est ça qui est plate un peu là-dedans. On prépare pour le pire, qui se présentera peut-être pas, mais c'est qu'au moins, on amène beaucoup de certitude, puis on dit comme, ah ben, Colin, ça peut juste aller pour le mieux, finalement, là, tu sais. Ouais, puis je pense que ça peut encore plus aider les gens. Tu sais, quand j'avais fait les comparaisons de rendement, mettons, entre les deux stratégies boursiers, puis j'étais 100% action. Des gens qui sont très craintifs du marché boursier puis qui ne placent pas leur argent en bourse, qui laissent dans des comptes chèques ou qui ont 80% d'obligations, je pense que pour ces gens-là, l'approche que tu as proposée aujourd'hui, ben, dans les 5 derniers épisodes, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, je pense que ça va peut-être parler à certaines personnes de dire, ben moi, le chaos m'affecte beaucoup, je préfère me protéger de ça. Moi, le chaos ne m'affecte pas personnellement. Fait que, oui, la stratégie est quand même intéressante pour quelqu'un comme moi, mais je suis moins impacté peut-être Mm, de prendre la voie traditionnelle parce que je suis 100% action et je ne suis pas stressé. mhm, Alors que quelqu'un que le chaos l'affecte beaucoup, je pense qu'il est encore plus gagnant d'aller vers cette structure-là, de s'assurer que sa fondation est solide, qu'il ne sera plus affecté par les fissures et le chaos et qu'il va pouvoir ensuite faire fructifier son argent presque autant ou même plus mhm, peut-être que les gens qui ont pris la voie traditionnelle. mhm, mhm. Tu sais, on peut faire un beau
le fameux 60-40, ben, ta portion 40, ou ça pourrait être un 70-30, fait que tu pourrais dire, ben moi j'ai un 30 qui est mon coussin de peu importe de padder le chaos. Non seulement tu vas padder le chaos, mais tu pourrais même profiter du chaos parce que c'est la personne qui est 100% action, elle, dans un chaos boursier où toute la bourse aurait chuté. Si tout son argent est dans la bourse, elle chute avec la bourse aussi. Alors que toi, tu as un 30% qui n'a pas bougé, puis toi, tu as des belles liquidités pour venir profiter de ce chaos-là. C'est intéressant, ça, c'est le fun. On voulait conclure, puis on repart, mais tu sais, mettons que tu as 10 000 par année, puis tu as un profil 60-40, on va dire. Mais tu as 10 000 d'épargne que tu veux investir par année. Mais tu pourrais mettre 6 000 marché boursier, CELI, tac, et tu pourrais avoir ton 4 000, ton 40% d'obligation. Au lieu de le mettre en obligation, ben, tu pourrais le mettre dans ton produit d'assurance, qui est ta fondation solide. Puis comme tu dis, peut-être dans 10 ans, un crack boursier de 30% une année, tout le monde veut investir, ben, les gens qui le savent là, veulent investir dans ces moments-là, mais j'ai plus de liquidité. Alors que toi, ben, en mettant ton 4 000 pendant 10 ans, tu es peut-être rendu à une valeur de rachat de 80 000, mais tu peux sortir ce 80 000-là, le placer sur le marché boursier, puis finalement, au bout du compte, tes rendements sont beaucoup plus intéressants parce que tu as réussi à profiter des moments où les gens pas paniquaient, mais n'avaient pas de liquidité pour investir. Exact. Tu es antifragile, tu as eu de la croissance à travers le chaos. C'est ça. Puis tu pourrais être 100% action et dire, ben moi, tranquillement, je veux me dérisquer. Puis dire, ben je vais allouer un bout de mon 100%, ben tranquillement, je vais me dérisquer en mettant dans une assurance vie entière. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, puis je pense que les gens s'en rendent compte, là, j'aime ça d'en parler. Là, fait que des fois, on fait juste parler avec des clients pendant 2 heures, puis on fait comme crime, on n'a pas tant avancé que ça. C'est ça, mais c'est ça, c'est de l'éducation financière. Ben, un gros merci, Simon-Pierre, d'avoir pris le temps pour ces 5 épisodes-là. On va se rejaser pour le 6e quand je vais avoir comptabilisé les questions des personnes auditrices. Ce que j'apprécie, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tous les points. On s'entend sur beaucoup de choses, mais il y a certains éléments, les gens vont voir dans les derniers épisodes là, que je t'ai re-questionné, j'ai amené un angle différent. Mais ce que j'aime, c'est qu'on le fait en tout respect. Puis tu élargis mes horizons aussi. Ça me fait beaucoup réfléchir à ma stratégie, ce que je vais faire avec mes filles. Fait que c'est super apprécié. Fait que merci d'avoir pris le temps. Merci de soutenir le podcast. Puis j'invite toutes les personnes là, qui sont intéressées, soit à jaser avec toi pour d'autres choses que l'Infinite Banking. Là. Vous faites plein d'autres choses, Royal Lévesque associés. Même l'investissement traditionnel. Tu sais, pas obligé d'être l'Infinite Banking. Mais je les invite à t'écrire s'ils veulent mettre en place cette stratégie-là ou toute stratégie là, d'assurance, d'investissement. Parce que je pense que vous êtes une super équipe là, pour t'avoir rencontré, toi puis Louis. Là. Fait que merci beaucoup. Puis on se revoit dans l'épisode 6 là, pour répondre aux questions des personnes auditrices. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi ces questions-là. Bon, ben merci tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit dans l'épisode 6 le mois prochain. Ciao, ciao.